Et ça, c'est une observation objective qu'on peut faire, hein, quand on est suffisamment clairvoyant pour ça, parce qu'encore une fois, voir l'aura ou voir ce genre de choses, c'est quelque chose d'objectif, on le voit avec les yeux. Donc c'est pas du tout un mirage ou une vue de l'esprit où j'imagine ceci, on voit les choses. Donc je suis relié à quoi? Et on en arrive assez vite à la conclusion, manifestement, ça me relie à moi-même, à une partie supérieure de moi-même. Donc ça veut dire que je coexiste dans plusieurs dimensions en même temps. Une part de moi est située ici, et une autre part de moi est située ailleurs, et les deux sont vrais en même temps. C'est aussi moi, c'est peut-être plus moi, mais en même temps le moi incarné est aussi moi. Et il y a à la fois unité et dispersion d'une certaine manière. On est souvent dans un univers de paradoxes difficile à comprendre pour le cerveau physique. Donc je peux exister en plusieurs endroits en même temps, avoir éventuellement différentes personnalités. C'est pareil aussi pour les séquences temporelles. Bon, ben, on abordera ça si tu veux tout à l'heure. Mais je crois que certains auteurs comme Christophe Alain l'abordent. Quand on transfère son point de vue, on peut commencer à sentir que la position réelle dans laquelle on se trouve, elle n'est pas dans le monde physique. Et qu'on y a une espèce d'extension, je vais prendre des images qui ne sont pas très parlantes, un peu comme on tend le bras pour aller voir ce qui se passe dans un sac et que le doigt se prend pour la totalité. Non, moi je suis là et mon doigt il est dans le sac. Voilà, c'est une image bon, très Mhm, imparfaite dans mhm. laquelle qu'on peut prendre néanmoins pour dire bon, bah, où est-ce que je suis en réalité. Et moi, ce qu'on m'a expliqué dans ces différentes aventures, c'est que contrairement aux apparences, je sais que ça peut paraître difficile à croire, mais on n'est pas véritablement localisé dans le corps physique. Peut-être que le corps physique ne serait le plus petit des réceptacles. Et que le. Alors, quand tu dis on n'est pas vraiment localisé dans le corps physique, tu veux parler de Le quoi? véritable soi. Le soi. Alors, peut-être l'occasion en même temps d'aborder la conscience, parce que tu nous dis tout est conscience. Oui. Donc, la conscience de ce que tu es là présentement dans ce corps, elle se placerait. Alors, où? Alors, dans notre vision actuelle, enfin la vision culturelle que les Occidentaux ont du monde, pour autant qu'ils aient une définition scientifique de la conscience, on a tendance à dire ici que les créatures les plus évoluées de l'univers sont les êtres humains et sont les seuls doués de conscience. Donc voilà. Alors, bon, pour celui qui a un peu compris deux, trois trucs, ça c'est une absurdité totale. Voilà. On n'est pas les créatures les plus évoluées de l'univers, je dis clairement, bien loin de là. D'accord. Deux, on n'est pas les seules créatures douées de conscience. Ceux qu'on appelle, sur le terme générique, animaux, sont doués d'une forme de conscience qui est hiérarchiquement pas forcément inférieure à la nôtre. Et on finit par comprendre assez vite lors de certains voyages, je t'en parlais tout à l'heure, que ce qu'on pense être la conscience est distribué largement dans à peu près tout ce qui existe, y compris dans le règne végétal, voire dans le règne minéral. Et on en arrive à la conclusion au bout d'un moment, par l'expérience encore une fois, que l'ensemble de ce qui existe n'est rien d'autre que de la conscience sous différentes formes. Et qu'il n'y a pas de hiérarchie à proprement parler. Donc ça veut dire, alors c'est difficile, je comprends, hein, à admettre, mais ça veut dire que cet objet ici est quelque part une forme de conscience. Donc, Voilà. appeler sa voiture sa titine et lui parler comme à une personne. C'est pas totalement débile. Voilà, c'est dans la vision que les gens de mon acabit peuvent avoir au bout d'un moment. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme moi. On en arrive à la conclusion qu'absolument tout, la nature fondamentale de la réalité, c'est la conscience. Et qu'il n'existe rien d'autre que la conscience. Et que tout est conscience. J'ai essayé d'écrire ce chapitre en me disant que ça allait être le plus ardu, mais je me dis, voilà, après tout, je me lance, je raconte ce que j'en pense. Et puis, bon, les gens, ils prendront ce qu'ils en voudront. Mais la hiérarchie, la séparation qu'on fait entre les choses qui sont soi-disant douées de conscience et le reste, est, à mon avis, une question de point de vue et très relative. Donc, voilà. En abordant la question de manière très directe, je dis tout est conscience et il n'y a rien qui ne soit pas conscience. Alors, où se trouverait, pour parler de toi, ta conscience? Quand je parle de conscience, je dis qu'en fait, une des caractéristiques, c'est sa non-localité. Donc, d'un certain point de vue, ma conscience pourrait se trouver ici, devant toi. D'un autre point de vue, elle peut se trouver dans une autre dimension réellement. Et d'un autre point de vue encore, si on veut être correct d'un point de vue de ce que j'essaie d'énoncer, elle se trouverait partout en même temps.
Alors pourquoi est-ce que tu aurais conscience d'être là dans ce corps et pourquoi est-ce que ta conscience entre guillemets, n'a pas conscience d'elle-même devant ou un peu plus devant 1 mètre, 2 mètres ou autour de soi? Si tu vois la Parce qu'on, question, pas oui, oui, évident. oui, bien sûr. Euh, c'est un peu, alors on prend des images qui sont toujours très imparfaites, c'est un peu ce que j'appelle la question du point de vue ou, ou de la focalité de la conscience. On peut choisir, la conscience peut choisir d'avoir une vision du monde assez restreinte et de se dire je me le suis localisé ici. Mais tout en te parlant, je peux avoir conscience d'être en même temps ici devant toi et ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est une question de, comment t'expliquer, les mots sont pas très faciles à trouver là-dessus, mais fondamentalement, ce qui explique aussi, je fais une parenthèse, la vision à distance, on n'est pas forcément localisé à 100%, si on peut parler de localisation, même considérant le strict point de vue physique et énergétique, à 100% là où on est. Et d'après moi, c'est une façon d'expliquer la vision à distance. Donc, où est-ce que je me trouve en réalité? Fondamentalement, je me trouve partout en même temps. Et si je me pense particulièrement être ici, c'est plutôt une question de point de vue qu'autre chose. Et c'est très relatif. Oui, et ça expliquerait aussi, d'après toi, ce que des hommes comme le Padre Pio pouvaient faire, à savoir la bilocation, se trouver à 2 endroits en même temps. Absolument, absolument. Ouais. Parce que fondamentalement, c'est notre nature. Il faut écouter aussi ce que disent bon, des pratiquants de méditation très avancés. Ils parlent de globalité, ils parlent de non-localisation, ils parlent de ce genre de choses. Moi, je pense que voilà, c'est la vérité. Voilà. Et que c'est une question d'optique, vraiment de vue, hein, et de manière transitoire. À un moment, on choisit de voir les choses comme ça, et encore une fois, on est sur des choses qui sont apparemment contradictoires, des antagonismes, des oxymores, en disant la conscience est à la fois localisée et non localisée. Oui, on peut avoir ces deux notions en même temps, parce que c'est une question de point de vue. La dualité, c'est peut-être ça, c'est peut-être l'existence de deux réalités qui semblent opposées, mais qui sont néanmoins aussi valables l'une que l'autre. Alors comment se fait-il que la plupart des humains, que tu appelles les rêveurs ou ceux qui sont des Les somnambules, dormeurs. les dormeurs, comment expliquer qu'ils se sentent séparés, qu'ils ne se sentent pas cette conscience élargie? Un choix du soi. Oui, oui, c'est ça. L'intention. L'intention du soi de vivre ce type de limitation de manière extrêmement transitoire. Alors dans ton livre, je l'ai noté quand on se parlait tout à l'heure, je n'arrive pas à retrouver exactement la phrase. Tu nous fais part que la conscience est la proportion que l'on a à accueillir ce qui est. Oui, enfin, c'est le fondement de l'expérience de la réalité. On parlait de dons tout à l'heure. En fait, encore une fois, dans ma vision des choses, il ne s'agit pas de produire un effort pour acquérir une capacité. Encore une fois, dans l'expérience que j'ai eue tout au long de ma vie, et je donne un exemple précis, c'est la vision de Laura, où au moment où je prends conscience que cette affaire-là existe probablement, c'est-à-dire il existe une aura, et j'explique en détail pourquoi j'arrive à cette conclusion, et bien dans les heures et les jours qui suivent, l'aptitude arrive chez moi, sans que je la cherche. Simplement le verrou mental est levé, donc l'effort que mon esprit faisait sous la pression culturelle probablement pour ne pas voir n'existe plus, donc je commence à voir. Donc je crois que fondamentalement, on est plutôt dans l'ordre de la non-action. Alors bon, c'est des termes un peu peut-être ésotériques, mais que fondamentalement, on a plutôt à faire en sorte que la main s'ouvre plutôt que la main prenne quelque chose. Bon, c'est une image Mais c'est comme très une belle autre, image, hein. hein, ouais. Donc à partir du moment où je suis en état, et ça fait partie, alors pour être plus précis, ça fait partie des enseignements qui m'ont été donnés au cours de certains voyages, puisqu'il y a des gens qui sont là quand vous baladez hors de votre corps qui vous donnent des leçons. Ils sont assez sympathiques en général. Ils ne se la jouent pas trop comme les gourous ou les prélats des religions physiques. Et ils sont plutôt sympathiques, donc ils vous donnent de bons conseils. Donc ils m'ont donné un certain nombre d'images pour m'expliquer que ce que c'était vraiment toute cette affaire-là. C'est de créer en soi la disposition, l'ouverture, le réceptacle pour accueillir les choses du réel quand elles vont se présenter sans forcément les attendre, sans les préempter. Et quand cette information doit arriver, ou cette expérience-là va arriver, elle va naturellement remplir l'espace que j'ai créé pour l'accueillir, parce que je n'ai pas rempli d'autre chose.
Ouais, tu donnes l'exemple du trou dans le sable. C'est une des images qu'ils ont utilisées pour Hmm. m'expliquer les choses. Donc, alors c'est bon, c'est pas forcément de référence, mais dans le film Avatar, à un moment, on essaye d'expliquer quelque chose au héros bon, il dit même je suis capable de comprendre et la personne lui répond mais comment peut-on remplir un verre déjà rempli? 0,001% l'expérience de la réalité. Marc Auburn, notre invité ce soir. Marc, tu nous fais aussi part de l'expérience de ce qu'est la vacuité. J'aimerais que tu puisses nous en faire part de ta définition, de ce que ça peut faire, de toucher cette... puisqu'on parle de conscience et que tout est conscience, de cette vastitude. Oui. Eh bien, Laurent, là, c'est vrai que je pense qu'on n'a pas une idée toujours très, enfin, à mon sens, très juste de ce qu'est la vacuité comme veulent le définir les gens qui font de la méditation. Euh, je crois que beaucoup de gens arrivent dans un état où ils suppriment toute forme de pensée et il se passe rien pendant 1 ou 2 heures et puis ils sont contents, ils sont arrivés à la vacuité. En fait, moi, ce que j'en ai compris, et ça fait partie du savoir que j'ai acquis dans mes vies passées, bon, il faut que j'en profite aussi, c'est que la vacuité est plutôt un état dans lequel toute chose possible peut arriver dans la conscience. C'est plutôt un espèce de réceptacle. Bah, c'est un peu la définition qu'on abordait tout à l'heure. Et la capacité à aborder toute chose. Et c'est, bon, comme l'infini est vaste, hein, donc voilà, il s'agit plutôt de cet ordre-là. Tout ce qui peut exister, tout étant conscience par nature, tout ce qui peut exister peut s'installer dans ce que tu peux appeler ta conscience. Et cet état-là n'est pas quelque chose de vide à proprement parler. Il ne faut pas confondre vacuité et vide. C'est la capacité à héberger toute chose. Voilà, ça serait ma définition. Et je suis assez satisfait de voir, parce qu'il faut être satisfait de choses de temps en temps, de voir que ça rejoint euh, le point de vue de certaines autres personnes. Alors, est-ce que, puisque tu parles de la distinction entre la vacuité et le vide, l'expérience du vide aussi se fait? Alors, je me suis amusé étant adolescent à travailler sur ma conscience. Je raconte une partie de cela dans le livre, alors complètement de manière intuitive, ce que j'appelle du bricolage, c'est-à-dire que j'ai reconstitué, pas toujours en le sachant, ce que j'avais eu l'habitude de faire dans certaines de mes vies passées. Donc, je me suis amusé à observer le déroulement de mes pensées, de mes sentiments, à essayer de les freiner, de les supprimer, etc. Ce qui a donné lieu à un certain nombre d'expériences auxquelles souvent je ne m'attendais pas du tout d'ailleurs. Et oui, je me suis vraiment rendu compte que le flot de pensée constituait une espèce de filet qui nous maintenait dans une certaine réalité. Si on arrivait à élargir la distance entre les pensées, véritablement, il y avait des portes là dans lequel on pouvait s'engouffrer et puis sortir de ce monde-ci. Bon, je dis parce que je l'ai vécu. Bon, voilà. Donc, c'est mon expérience à moi en tant qu'adolescent et tout seul dans mon coin. Oui, n'ayant pas abordé la méditation et sachant ce que c'était auparavant. Aucune idée, j'en avais aucune idée. Simplement, je faisais ça en disant bon, voilà, voyons ce qui se passe. Voilà, c'était en gros ça. Alors quand tu parles de porte, De porte. qu'est-ce que tu entends par Bah, porte? c'est-à-dire que je l'ai vécu sans comprendre ce qui m'est arrivé quand ça m'est arrivé. Littéralement, tu changes de monde. Voilà. Une fois, je me souviens une des premières fois où ça m'est arrivé, j'étais dans ce travail qui consistait à élargir, enfin diminuer L'espace entre les le flot de pensées? pensée, l'espace entre les pensées. Et là, on n'est plus dans quelque chose dans lequel on peut dire ça s'est passé d'un seul coup, ça a duré tant de temps. On est tout à fait en dehors de ces normes-là. Je me suis retrouvé, enfin, quand je dis je, il n'y a plus de jeu non plus, bien que la conscience existait. Je me suis retrouvé dans un monde qu'on peut appeler, qu'on pourrait résumer en disant, je pense que j'ai entendu la musique des sphères, et que j'étais au milieu de ces sphères. Voilà. Je voyais des sphères dans toutes les directions qui émettaient des rayons de lumière qui se propageaient lentement. Et j'étais localisé à un certain endroit, il s'agit bien de localisation, et quand ce rayon de lumière qui arrivait lentement me touchait, j'entendais un son. Et comme il y avait des rayons de lumière qui partaient de toutes ces sphères à l'infini, j'entendais une espèce de symphonie qu'émettaient ces sphères. Donc voilà, je ne crois pas que j'en ai parlé dans le livre, mais quand j'ai vécu ce genre de choses, là, quand j'en suis sorti, ça faisait partie encore des choses totalement inexplicables pour moi. Et comme je ne pouvais pas me dire que ça avait duré 1 heure ou un dixième de seconde, je l'ai mis dans un coin en disant, mais j'en suis toujours souvenu, ça m'a énormément frappé, après coup, parce que j'étais plus du tout moi, tout en étant je.
difficile à expliquer, mais bon, moi, j'étais ado, hein, bon, voilà. Donc, cette lumière qui se propage lentement, et ces sphères dans toutes les... Je me dis, c'est la musique des sphères, et puis bon, j'ai mis ça dans un tiroir, bon, ok, j'ai vécu ça. Ouais. Voyons le reste. Donc, pourquoi je te disais ça? C'est que, oui, c'est en travaillant sur moi-même, sur le meilleur matériau, c'est soi-même, que ouais, j'ai vécu ce genre de truc. Je prétends pas que ce soit extraordinaire, mais bon, c'est ce que j'ai vécu. Alors, j'aimerais saisir quand tu dis que l'espace entre les pensées sont des portes qui Oui, peuvent nous emmener ailleurs. oui. Alors, peuvent nous emmener ailleurs ou nous emmènent forcément ailleurs, pour toi? Forcément. Oui, si j'ai à choisir entre les deux, oui, elle nous emmène forcément ailleurs. Ouais. D'accord. Lorsque tu nous parles de cet événement qui est arrivé avec les sphères, Ouais. est-ce que ça veut dire que tu es sorti de ton corps alors qu'il y avait un espace entre les pensées? Eh bien, écoute, je n'en sais rien. Ce que je peux te dire, c'est que je suis passé instantanément d'un état à un autre, sans avoir le sentiment de faire un voyage hors du corps. Mais vraiment instantanément. C'est-à-dire, quand je parle d'une porte, c'est vraiment une porte. C'est-à-dire, voilà, je sors. Il n'y a pas de phénomène progressif, transitoire, etc. Dans la sortir du corps, il se passe beaucoup de phénomènes précis, qui sont toujours grosso modo les mêmes, même s'il y a une palette assez large. Mais là, pas du tout. C'est voilà, on se glisse dans cet espace et d'un coup, on est ailleurs, instantanément. Alors justement, on peut aborder ce qui se passe ou ce qui aurait tendance à se passer. Je ne sais pas si les symptômes, entre guillemets, sont toujours les mêmes, s'il y a Bon, toujours là, le processus qui est là et qui peut se passer peut-être avec l'habitude de plus en plus rapide. oui, oui. Alors bon, il y a assez généralement des phénomènes bon, du style, on va commencer, enfin, par exemple, on va entendre des sons bizarres. Alors, euh, quand on est dans une technique à proprement parler, et moi j'ai été surpris au départ de ce genre de choses, enfin surpris à l'adolescence quand j'ai voulu reproduire volontairement tout ce qui m'arrivait spontanément depuis le début de ma vie, de temps en temps. Encore une fois, je prétends pas faire ça quand à mon adolescence toutes les semaines ou tous les jours, mais ça arrivait régulièrement de toute façon. Et donc, quand j'ai eu connaissance, ce que j'appelle la révélation, par un bouquin, que ces trucs-là, bah, d'un seul coup, ah voilà, j'ai l'explication. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit le livre, en disant, après tout, les gens qui sont dans ma condition, moi j'aurais bien aimé lire ce livre à l'âge de 8 ou 10 ans, ça Tu m'aurait parles donné. du Barthes-Dodol? Non? Non, non, je dis, non, la révélation, je suis tombé sur un bouquin qui expliquait que toutes ces choses-là étaient comme ça et que c'était réel. Et là, d'un seul coup, ça a fait le titre, je me suis dit, oh là, le chien, j'ai compris. Ce qui m'arrive depuis le début de ma vie. Et c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre, en disant je vais peut-être rendre service à quelqu'un qui se trouve avoir le même type d'expérience que moi. Je lui explique ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui arrive? Il m'est arrivé une foule de choses. Non, Mais mais au moment, alors, pour le au moment, au processus. moment- au moment du processus, tu peux entendre, moi il m'est arrivé assez souvent, d'entendre des sons très particuliers. Alors au début, je me demandais si c'était... Comme, si tu veux, comment t'expliquer? Comme si on balançait des minuscules fragments de cristaux sur un océan de cristal. C'était extrêmement pur, extrêmement Ça pique, léger, oui. et mais tu l'entends distinctement. Et si tu prêtes attention à ça, tu l'entends vraiment distinctement, et ça dure. Alors, première catégorie d'impression sonore. Autre impression sonore, des musiques. Mais alors, c'est pas du tout des musiques classiques ou que tu as entendu à la radio ou ailleurs que tu connais, mais tu peux entendre pendant 20 minutes des musiques magnifiques et de les écouter comme ça. Alors, c'est étonnant, hein. Bon, moi, je te parle de ce que j'ai vécu. Je ne sais pas si d'autres ont vécu ça. J'ai jamais échangé là-dessus. Mais tu entends des musiques. Oui, quelquefois, j'ai écouté pendant 5 minutes ce qui m'arrivait, là. Voilà, j'écoutais. Ça peut être un tintamarre de tous les diables également, hein. Comme tu as l'impression que quelqu'un est dans la cuisine et se bat avec quelqu'un d'autre à coups de casserole et de poêle. Bon, ça, c'est un peu, voilà, c'est un peu brutal, mais bon, généralement, ça te sort de ton état. On dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Donc, première catégorie de sensations. Mais la sensation majeure, bon, ça c'est un peu préalable à ce qui se passe ensuite. Euh, Ce que tu sens que tu es, fondamentalement, tu te sens, tu t'imagines être un être physique. En fait, encore avec l'expérience, tu révises ce point de vue. Tu penses que, moi je suis arrivé à cette conclusion-là, que tu sens le corps physique à travers le corps énergétique et que tu sens essentiellement le corps énergétique. Et le corps physique, tu le sens à travers le corps énergétique. Donc voilà. Euh, il y a un certain moment au cours, si tu pratiques une technique, il y a un certain moment où les choses basculent d'un coup. Tu pratiques une technique, il ne se produit rien, et tu es dans tous les exercices que tu peux imaginer, un exercice énergétique, mental, etc. T'es dans quelque chose de très mental, et il ne se passe rien. Et d'un seul coup, quelque chose se passe. D'un seul coup, ce que tu perçois être toi-même,
au niveau vibratoire, et tu sens très bien que c'est une histoire vibratoire, change instantanément. Et, euh, et simultanément, tu as l'impression, mais bon, c'est même pas une impression, c'est dévastateur, tu as l'impression que la totalité de l'univers autour de toi change de nature. Voilà. C'est d'un coup. D'un coup, tu es dans une certaine réalité, et d'un coup, comme ça, alors que tu n'es pas encore sorti de ton corps, c'est grave, ça arrive, c'est quelque chose est en train d'arriver de gravissime. Et généralement, les premières fois, à ce moment-là, tu as une espèce de montée énorme de peur en toi, et quelque chose d'extrêmement puissant te dit, tu es en train de mourir, est-ce que tu veux mourir, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Parce que ça arrive, ce genre de Alors, choses. est-ce que si je parle de montée de Kundalini, ça te parle, toi, ou pas? Alors, je vais aborder le sujet autrement, mais bon, d'abord, ce type d'expérience-là, où tu changes vibratoirement, instantanément, voilà, c'est des choses qui arrivent. Ensuite, effectivement, tu as des manifestations de type, alors, comme tu dis, montée de Kundalini. Moi, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai l'énergie qui part bon, des pieds ou du bas de la colonne vertébrale et qui monte vers la tête et qui se met à gicler ici en mettant des frissons. Voilà. Donc oui, ça, tu le vis un grand nombre de fois parce que par nature, quand tu sors de ton corps, tu as une suractivité au niveau de là où est attachée la corde d'argent. D'ailleurs, je l'explique précisément dans le bouquin parce que bon, j'essaie d'être précis. Je sais que c'est fichu comme ça parce que j'ai mis mes mains, je l'ai regardé. Donc, hein, voilà, je suis un témoin direct, hein. Je dis, voilà, vous êtes raccroché ici de cette manière-là. Donc, si vous voulez savoir, lors de sortie astrale, vous mettez vos mains ici. De toute façon, on est très souple, hein. Dans le Donc, coup? vous mettez les mains dans le cou, puis vous triturez, vous regardez, puis en même temps, on peut voir dans toutes les directions. Donc, regardez comment c'est fichu, vous allez voir. Et donc, il y a une suractivité énergétique à ce niveau-là, et on la sent très bien quand on sort hors de son corps. Et certaines personnes se croient agressées à ce moment-là. J'ai un lecteur qui m'a expliqué, bon, à qui j'ai correspondu à un moment, qui pensait que c'était une agression maléfique quand ça se produisait. Et on a eu une petite discussion pendant quelques jours où je lui dis, bon, à mon sens, il n'y a pas d'agression, c'est une manifestation normale de l'activité énergétique quand le corps astral se lève hors de l'enveloppe physique. Et ça aboutit à ce que la personne finalement passe ce cap-là et vive la suite. Bon, voilà. Il suffisait simplement de donner l'explication. Encore une fois, verrou mental. Maléfique, non, pas rien de maléfique, un truc normal. Et la pression de mourir? Alors l'impression de mourir, elle est inscrite dans le corps physique et le fait de pratiquer ce genre de choses, je pense que ça a été baptisé sous le nom de gardien du seuil. Il y a une espèce de mécanisme de défense, d'instinct de survie inscrit dans le corps physique qui te dit tu fais pas ça, s'il te plaît, c'est interdit parce que tu es en train de mourir. Et on est vraiment confronté quand on est dans ce, en général, hein, moi j'étais confronté à ça et je m'attendais pas du tout au truc du style bah, est-ce que tu veux vraiment mourir? Parce que c'est pas du tout de la négociation ni de la rigolade. On a vraiment le sentiment qu'on est en train de mourir et qu'on veut provoquer sa mort. Et est-ce que tu as le sentiment que les sensations du corps énergétique, finalement, dépassent largement le corps Oui, physique et que tu deviens bien sûr, absolument. Oui, tout? oui, oui, oui. Alors, le corps énergétique a une palette de sensations plus large que le corps physique, mais bien inférieur au corps de lumière. Voilà. Donc, on parlait des phénomènes qui se produisent à ce moment-là. Tu as une suractivité énergétique au niveau de la corde d'argent. Et puis, la vibration qui change fondamentalement ton état éthérique, je pense que c'est plutôt l'état éthérique, va provoquer, si tu le souhaites, à ce moment-là, parce que ça va provoquer une espèce de déphasage. Normalement, le corps de lumière et le corps éthérique sont en espèce d'harmonie avec le corps physique. Moi, je vois pas ça comme un phénomène de sortie, mais de désynchronisation. Fondamentalement, pour moi, c'est plutôt une désynchronisation de type vibratoire. Donc, quand cette désynchronisation se produit, tu es encore dans le corps physique et il faut une espèce d'intention pour sortir, géographiquement, j'entends. Mais j'ai déjà plus dans l'univers physique. Moi, j'ai eu au mois de janvier une expérience dans laquelle je pense que ce sont mes aides qui m'ont balancé une douche énergétique. Je me suis retrouvé instantanément désynchronisé du corps physique, mais j'étais allongé sur le ventre, je dormais sur le ventre à ce moment-là, j'étais réveillé, mais ça m'a réveillé quand la douche m'est arrivée. Je me suis trouvé désynchronisé, mais immobilisé à l'intérieur du corps physique. Et il a fallu un acte de volonté pour me dire je bouge. Sinon, je serais resté là, je ne sais pas combien de temps. Puis jusqu'au moment où la vibration m'aurait rattrapé. Mais il faut, dans cet état vibratoire où tu es désynchronisé, après souhaiter partir. Donc tu réagis à la pensée, tu souhaites t'éloigner doucement, si tu veux pas, hein, et tu penses à t'élever, tu t'élèves. Parce que le corps astral et le corps énergétique réagissent à la pensée. Et là, tu t'élèves, et il se produit toujours le même phénomène, enfin, en général, enfin, pas toujours, mais bon, à 90%, quand tu sors de ton corps physique, tu es dans un état de paralysie. Juste avant que tu continues, euh, euh,
Disons que pour avoir abordé la question à travers l'expérience, comment ça se passe au niveau des yeux entre... euh, alors, imaginons, tu es le corps tout allongé sur ton Oui. lit, tu gardes les yeux ouverts ou pas, Moi, je ferme. Moi. tu les fermes. Mais de toute façon, quand la désynchronisation se produit, tu perds toute perception physique. Ah voilà, c'est ça. Le son, toutes les sensations physiques disparaissent. Voilà, c'est ça. Voilà, tout D'accord. simplement. Alors, même si tu as les yeux ouverts, je suppose que tu vois plus rien. Tu es plus synchronisé avec le corps physique, dont l'information, entre guillemets, circule encore avec la corde d'argent, mais c'est réduit au minimum. Les perceptions disparaissent totalement. Et juste avant que tu continues là où tu t'es arrêté, lorsque la première fois que ça t'est arrivé dans cette confrontation au ce sentiment de mourir, Oui. quel âge avais-tu je dirais, Environ 17 ans, j'étais là juste après la révélation, donc j'ai essayé de reproduire ce que j'avais fait pas mal de fois dans ma vie de manière naturelle, et je me suis dit, bon, ben voilà, il faut que j'y arrive de manière volontaire, parce que c'est tellement génial, etc. Donc quand je suis buté, quand ce problème-là est arrivé, j'ai une image qui s'est levée en même temps dans mon esprit, j'ai eu l'impression que d'un immense océan se soulevait une immense montagne, et voilà, quelque chose contre lequel je ne pouvais pas lutter, j'ai paniqué totalement. Voilà. Donc pour cette fois-ci, ça a été terminé. Ce jour-là, ça m'a tellement écrasé, ça m'a tellement subjugué que j'ai arrêté l'exercice immédiatement. Mais alors, c'est une question de nature. J'ai été très effrayé, mais 2 jours après, j'ai recommencé. Alors, c'est une question de tempérament. Bon, il n'y a pas à mettre d'étiquette là-dessus. Moi, c'est ma nature que quelquefois de faire des choses un peu folles, un peu... Bon, voilà, je m'élance dans le vide, etc. Mais bon, il y en a d'autres qui vont se dire, j'ai attendre 10 ans avant de recommencer. C'est très effrayant, hein. Mais l'expérience prouve qu'avec l'habitude, quand on est confronté à un phénomène même fondamentalement effrayant, l'esprit s'habitue, s'accoutume et on peut passer à l'étape suivante. C'est quelque chose comme ça, c'est une règle universelle. L'accoutumance, c'est de l'apprentissage. Et quand on arrive confronté à cette peur, eh ben, à un moment ou à un autre, ben, on passe à travers et puis on la laisse filer, cette peur, et puis on s'habitue, on sait qu'on va avoir la frayeur de sa vie, un peu comme sur le grand 8, et puis ça arrive, et puis on se dit, bon, ben, je vais avoir la frayeur de ma vie, et alors je vais voir ce qui se passe après. ce qui est étonnant en même temps, c'est donc, bon, d'une part pour toi de recommencer, un peu donc casse-cou et tu te définis en tant qu'expérienceur de la conscience et je trouve ça très intéressant finalement. Expérimenter, qu'est-ce que je suis... Expérimentons, voilà. Ouais, voilà, allons-y gaiement, hein, tant qu'à avoir des sensations fortes, pourquoi faire les montagnes russes alors qu'on a ça en restant dans son lit? C'est un peu du même ordre, voilà. Sauf que les montagnes russes, c'est pas grand-chose comparé à ça. Oui, oui. Et alors, dans le moment où tu contactes ou tu connectes ça, tu mets bien en avant, en tout cas dans le début de ton livre, que une des conditions sine qua non pour, entre guillemets, arriver à cet état d'être, si on peut dire, serait de laisser le plus possible cet espace entre les pensées. Oui, alors bon, évidemment, il faut apaiser les systèmes de croyances. Et dans nos systèmes de croyances, en creux, si tu veux, on a l'idée imposée par, encore une fois, la culture, la société, que ces choses-là sont pas possibles, ou que si elles étaient par hasard possibles, il faudrait avoir des capacités spéciales pour y arriver. Et moi, j'essaie d'expliquer autant que je le peux, parce que je sais que c'est la vérité, que ça, c'est vraiment quelque chose de relatif et que c'est quelque chose de purement mental. À partir du moment où tu calibres ton esprit correctement et tu arrives à déprogrammer ton esprit, tu vas y arriver. C'est une disposition naturelle. On n'a pas un don particulier, on n'a pas quelque chose à acquérir, on a quelque chose à perdre, plutôt. Je t'entends plus là. Oui, c'est normal parce que j'ai pas monté mon micro. C'est pour ça. Je Donc, disais, oui, mais c'est ça. je te vois Oui, c'est parler à ça. travers la vitre. Donc on a plutôt tendance voilà, la règle c'est que c'est ça, on a quelque chose à perdre, mais on n'a pas quelque chose à acquérir. Donc d'où l'idée de don naturel, pour moi, c'est pas approprié du tout et ça me situe ou ça nous situe pas du tout sur une échelle qui serait plus ou moins supérieure à n'importe qui d'autre. Non, c'est quelque chose qu'on doit perdre plutôt que quelque chose qu'on acquiert. Donc on n'est pas plus que quelqu'un d'autre, on est moins que quelqu'un d'autre. Alors, ce que tu dis là, les propos, je les ai eus de la part de différents invités sur ce que l'on appelle la notion d'éveil. Il ne s'agit pas de gagner quoi que ce soit, il s'agit au contraire de perdre. Il s'agit de perdre l'identification mentale à l'ego, etc. Oui. Donc, je te pose la question, pour toi, qu'est-ce que l'éveil? Je répondrai encore que c'est une question de point de vue. Si je considère la chose que du strict point de vue du microcosme et de l'ego incarné sur le plan physique, je dirais que si cet ego-là prend conscience de certaines réalités, il est dans un espèce d'éveil. Mais si on prend le tableau général qui est
à mon avis, plus vrai, dans lequel nous sommes des créatures multidimensionnelles avec une conscience dans laquelle, etc. La nécessité d'éveil, non. Par nature, la conscience est déjà éveillée. Donc c'est la coexistence de deux choses opposées. C'est déjà fait, le travail est déjà fait, je suis déjà éveillé, j'ai déjà la connaissance de toutes choses. Mais en même temps, ce que j'appelle jeu, etc., existe aussi. Et puis il y a un mécanisme d'apprentissage. On a cette espèce de choses difficiles à comprendre quand on est sur le plan physique, une coexistence de choses qui ont l'air contraires. Voilà. J'arrive pas à expliquer les choses autrement. Ah oui, non, mais et j'entends bien, et en même temps, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, dans tes propos, c'est euh, comment joindre l'absolu et le relatif. Alors que ça soit Christophe Alain qui en parle dans ses livres, comme d'autres invités, et toi-même, c'est intéressant parce que sous d'autres angles, tu le dis avec tes mots, et ça colle, je dirais, il y a des synchronisations qui sont faites d'informations. Comment, en ayant expérimenté cette vastitude, cette multitude, quand tu parles que nous sommes des êtres multidimensionnels, et rester ou vivre et intégrer ce corps physique là présent sur cette terre. Mais justement, il n'y a pas d'antinomie, même intellectuelle, par rapport à ça. Effectivement, puisqu'on est multidimensionnel, on est aussi dans celle-là. Pourquoi exclure celle-là? Parce qu'elle te plaît pas? Parce qu'elle me plaît pas? Non, bah, on est aussi dans celle-là. On a choisi, on a eu l'intention de l'explorer, comme beaucoup d'autres. Donc, bah oui, moi je la trouve sympa. Après tout, elle est un peu difficile, mais bon. Oui, t'es guerrier dans Il y a, l'âme, donc ça il va. y a aussi celle-là, oui, mais bon, j'ai un peu de chance aussi dans cette vie-ci. Dans une autre vie, j'aurais peut-être parlé autrement. Mais là, voilà, on est aussi dans celle-là, puisqu'on est par nature des voyageurs, on visite aussi cette dimension-là. Ok, donc des voyageurs, des nomades, Ouais. autant, ah oui, autant de l'accepter pleinement, ça aide beaucoup de choses. On revient à ces sensations, à ce décorporation de ce Oui. qui se passe pour finir ce chapitre-là, en tout Alors, cas. tu voulais que je te décrive précisément le processus. Alors, en général, bon, on peut gicler de son corps physique un peu comme si on était tiré comme un poisson par une canne à pêche. Ça arrive de temps en temps. On peut littéralement se désynchroniser, synchroniser automatiquement dans un endroit éloigné ou sur un plan dimensionnel différent. Mais généralement, ce qui arrive, je parle de généralité, mais tellement de choses peuvent arriver. En général, on se retrouve paralysé à 1 mètre 20 au-dessus du lit, au-dessus du corps. Et là, on est là, on attend, on sent le flot de vibrations qui circule ici, derrière la nuque. On est tout à fait conscient qu'on ne se trouve plus dans le corps physique, qu'on est au-dessus. On voit rien. Ça, c'est la première étape. C'est ultra courant. Et il faut attendre, il ne faut pas s'affoler parce que si on s'avole, pouf, on descend dans la viande. Voilà. Donc, il ne faut pas s'affoler, il faut attendre les choses tranquillement. Il y a un mécanisme naturel, je me demande pas pourquoi, mais c'est comme ça que ça arrive. Le corps de lumière se met doucement en position debout. Même si la position debout, c'est quelque chose de relatif dans un monde où normalement il n'y a plus ni haut, de haut, bas, Ouais. ni de haut, ni de bas, mais néanmoins c'est comme ça que ça se passe. Il se met debout par rapport à l'univers physique dans lequel il se trouve et il va arriver un peu au-dessus du sol. Bon, on ne peut pas toucher le sol, mais bon, il fait comme si, il flotte au-dessus du sol. Et à ce moment-là, en général, même si la pièce est dans l'obscurité la plus totale, tu commences à voir ce qu'il y a autour de toi. Voilà. Et tu peux commencer à bouger. Voilà. Et là, bon, ouais, tu sens très bien, et puis tu te retournes. Enfin, tu n'as même pas besoin de te retourner, mais par habitude, tu as la vision frontale. Mais si tu as l'habitude du fait que tu n'as pas besoin de vision frontale, tu n'as pas besoin de te retourner pour voir qu'il y a un paquet de viande qui dort sur le lit, des fois la bouche ouverte comme ça. Donc, le bon réflexe, c'est tout de suite de se barrer. Alors, même si on est secoué par la corde d'argent, moi j'ai tendance à être secoué par la corde d'argent qui me travaille des fois dans tous les sens, je me débrouille comme si j'étais bourré, hein, littéralement, pour traverser vite et à m'éloigner. Là. Bon, traverser le mur, la porte, ce que tu veux. Par réflexe, on a tendance à vouloir sortir par la porte. C'est des réflexes un peu débiles, mais bon, parce que traverser une porte ou un Oui, mur, franchement, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc pendant assez longtemps, comme ça, à chaque fois que je sortais, je me fonçais vers la porte et j'allais dans la pièce d'à côté, où là, bon, je me stabilisais, beaucoup moins secoué par la corde d'argent. Ça fait 3 ou 4 mètres, oui, c'est ça, la corde d'argent 3-4 se mètres. Ouais. calme. Enfin, moi, pour moi, elle est vigoureuse, hein. Je sais pas pour les autres, mais moi, elle est très vigoureuse. Il y a des fois, elle me fait des problèmes. Et je sais pas ce qui lui prend, mais elle me secoue dans tous les sens. Et donc, je m'éloigne au bout de 3 4 mètres en général du corps physique. Elle se calme, je la sens quasiment plus. Parce que si on reste tout de suite là, trop près du corps physique, on est vraiment dans une zone où, pour un oui, pour un non, et surtout pour un non, on revient. Hein. Donc, le premier réflexe, c'est bon, je me barre. Même si je titube un peu, même si je suis dans tous les sens, je me barre, je m'éloigne.
Et là, je fais le point, moi, en général. Bon, je dis, bon, allez, je suis là, tout va bien. Je décolle un peu du sol. Oui, bon, c'est bon. Je regarde mes mains. Bon, ça va, oui, je suis bien dans mon corps de lumière. Bon, je vais sortir. Dernière vérification, je passe la main ou le doigt à travers la fenêtre, le volet ou n'importe quoi pour voir si tout va bien, si tout est OK. Et puis après, je trace, hein. Je traverse le mur, la fenêtre, et puis après, je choisis ce que je vais faire. En général, c'est une grande balade, moi. Alors justement, ça amène à la question suivante, parce que j'ai noté que euh, c'est comme si des fois tu ne choisissais pas du tout et que, entre guillemets, en sortant de ton corps, alors Oui. est-ce que tu prends tout de suite conscience d'être sorti Ah et de nous oui. décrire ce que tu nous décris, ou Ah alors oui, est-ce que oui. ça peut arriver d'être directement projeté Ah oui, à oui, la ça, sortie du corps dans d'autres sphères, d'autres mondes oui, oui, mais bon, la caractéristique du voyage hors du corps, c'est la conscience. C'est-à-dire que si t'es pas conscient, t'es un dormeur. Et des dormeurs, t'en croises plein. Donc, ou t'es dans un état de rêve, plus ou moins lucide. Mais bon, la définition du voyage astral, c'est je sors de mon corps, je suis en pleine conscience. Et le niveau de conscience que tu peux te donner à ce moment-là, par rapport à une référence terrestre maximum, est toujours supérieur. C'est-à-dire si, dans le moment où je suis le plus lucide possible sur Terre, on va dire j'ai une note de 10, quand je suis en dehors de mon corps, je dois avoir au moins 10, sinon 11, 12, 13 ou 20 ou 50. Voilà. Le sentiment d'exister, la lucidité, la rapidité de pensée, la clarté, etc., doit être supérieur au monde physique. Ça, c'est l'indice. Et c'est ce qui se passe, hein. Dans la pratique, on se sent hyper vivant, on a la pêche. Si jamais on avait un bobo, une maladie quelconque dans le corps de Charlotte, d'un seul coup, le problème est réglé. On sent une énergie prodigieuse qui circule en nous. On a vraiment un sentiment d'extase, mais c'est pas une extase, c'est de la sérénité, de la joie en même temps. Enfin bon, tu as certainement entendu des gens raconter ce genre de trucs parce que bon, quand on vit ce genre d'événement, c'est comme ça que ça se passe, hein. On se sent libre avec un grand L et parce qu'on a laissé dans la viande tout un tas de trucs, de contraintes dont on n'avait même pas conscience. Ouais, quand on en sort, on a conscience qu'il y avait des trucs qui pesaient quand même. Donc là, on se sent libre. Et généralement, si on avait des plans de balade avant, style je vais étudier tel truc dans telle bibliothèque, moi, je parle que pour moi, hein, moi, je ne pense qu'à prendre des vacances. 99 fois sur 100. Donc prendre des vacances, ça veut dire me balader, explorer, aller à tel ou tel endroit si je suis sur le plan physique, sans pour autant avoir un objectif spécifique, mais je vais tracer par exemple vers l'est, vers l'ouest, je vais survoler l'océan, je vais essayer vraiment de faire un truc de vitesse, de monter haut, voir de beaux paysages. Alors, bon, ça c'est bien quand ça se passe suivant ta volonté égotique, on va dire, même si c'est un ego un peu modifié par rapport à ce qui est dans le corps physique. Mais il arrive de temps en temps, et tu me posais la question, où il y a quelque chose qui prend la direction, et c'est quelque chose qu'on peut nommer la partie supérieure de soi-même qui te dit, bon, ben, mon petit père, tu as peut-être envie d'aller te balader, mais moi je vais t'amener quelque part où tu as quelque chose à voir. Et là, moi, les premières fois, j'ai lutté quand même d'années pour essayer de ne pas aller à tel ou tel endroit où on m'entraînait, mais hyper lucide encore une fois, mais bah, rien n'y faisait. Et on m'amenait dans une dimension ou dans un lieu géographique où on voulait m'emmener. J'ai fini par comprendre que c'était la partie supérieure de moi-même. Et avec le recul, je me dis, bon, il m'a emmené là pour voir telle chose. Voilà. On ne choisit pas toujours où on va dans ce cas-là. Il faut le savoir. Il ne faut pas s'étonner s'il y a une espèce de main sans vous employer, vous dire, bah, mon petit père, tu vas là, puis de toute façon, tu peux faire ce que tu veux, tu vas aller là. D'accord. Lorsque tu te retrouves par exemple à 300 km de la Terre, est-ce que c'est un choix personnel, sans compter que tu rencontres une autre entité de cette dimension-là, un terrien, je ne sais plus s'il est rêveur ou pas, s'il est Non, conscient? c'est pas un rêveur. Alors oui, je raconte ceci. Bon, encore une fois, quand j'ai écrit le livre, il a fallu que je fasse un tri. Je me dis, bon, j'ai pas non plus envie d'écrire 1000 pages. Donc je vais essayer de faire une petite sélection sans pour autant que ça soit linéaire dans le temps pour essayer d'illustrer différents types d'expériences qu'on peut avoir. Donc oui, bon, il faut savoir que dans cet état-là, quand tu n'as pas trop d'énergie éthérique embarquée avec toi, parce que ça c'est un critère très important dont on ne parle pas dans les livres d'ésotérisme, et pourtant c'est un truc fondamental. Voilà, c'est la quantité d'énergie éthérique qu'on embarque avec soi dans ce truc-là qui va déterminer ce qu'on va être capable de faire. Ah, tu peux peut-être mentionner ce qu'est l'énergie éthérique? Bah, l'énergie. Bon, ça, j'ai bien m'amuser avec ça. Alors, j'aurais tendance à te dire comme ça, brûle pour point, bah, c'est ce qu'on voit autour des gens en bleu qui débordent. Voilà, bon, c'est ce que certains pourraient appeler l'énergie vitale. Ça déborde en bleu autour du corps de chair, et puis il y a une radiation éthérique également qui est à peu près épaisse comme ça, suivant les cas. C'est sur quoi travaillent les magnétiseurs. C'est pour moi de la quasi-matière. C'est très proche du monde physique. Et c'est ce qui, d'après moi, donne la forme et la santé au corps physique. C'est-à-dire c'est une espèce de moule énergétique
qui explique que mes mains ont une forme de main, et qui va régir toutes les informations, qui va te dire aux cellules, voilà, toi, tu es à tel endroit, tu vas fonctionner de telle façon. Dans ma vision à moi, c'est ça. C'est quelque chose de très élaboré qui contient énormément d'informations et qui peut nous relier à tout, absolument tout, parce que quand on voit ces choses-là, on voit qu'il y a de l'énergie éthérique absolument dans toute chose et autour de toute chose. Aussi bien le végétal, l'animal. On fait une distinction arbitraire entre l'humain et l'animal, mais non, c'est pas au moins d'un point de vue énergétique, c'est complètement faux, mais le minéral et le végétal sont baignés de lumière énergétique et d'énergie, même si elle est, on va dire, différente en termes d'épaisseur, etc. Néanmoins, c'est bel et bien ça qui se produit. On a une espèce d'échange permanent avec notre environnement. Donc, tu me posais quelle question? Rappelle-moi, l'énergie Ouais, éthérique. ce qu'était l'énergie éthérique. L'énergie Donc, éthérique, c'est cette fichue glu. Alors, bon, voilà, donc tu disais j'utilise la terminologie à la Auburn, hein. Cette une fois qu'on fichue glu sort, qui ouais. nous colle au basket, enfin, qui nous colle sur tout le corps, qui nous empêche d'avancer quand on en a trop et qui nous rend souvent un petit peu aveugles, dont il faut se débarrasser. J'explique, par exemple, à mon ami à qui j'étais hier, comment se débarrasser le plus possible de ce truc-là. Il y a différentes techniques que j'ai encore appris empiriquement, ayant tombé sur le problème. Donc, plus on emporte avec soi de ce chargement-là, moins on a tendance à pouvoir aller loin en termes de dimension. Alors en termes de dimension, si on a beaucoup d'énergie éthérique, on va rester sur le plan physique. Si on s'en débarrasse, si on part avec beaucoup moins d'énergie, on a tendance, enfin moi c'est mon cas, à tout de suite me synchroniser dans un monde supérieur. Donc je sors, plouf, l'instant d'après, avoir passé la phase de paralysie, je me synchronise automatiquement sur un monde supérieur. Alors là, les références sont très différentes parce qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus vaste où le champ d'expérience est beaucoup plus large que sur le monde physique et c'est encore moins difficilement racontable quand on revient. Alors comment, quand tu parles de synchroniser avec ces mondes supérieurs, encore faut-il, et tu le dis toi-même, pour aller d'un endroit A à un endroit B, l'endroit A étant là où le point de départ, c'est instantané dès le moment où on a une image mentale de l'endroit où on veut aller, Une adresse, ce que j'appelle une une adresse. adresse, ouais. Ou alors, On- si il s'agit de dimensions supérieures, d'endroits qu'on n'imagine même pas, puisqu'on n'y est jamais allé, et de surcroît, quand ça fait pas partie de notre culture, qu'on n'a pas été habitué, comment ça s'est passé pour les Alors, premières fois? pour ces fois-là, bah, l'explication que je peux en avoir, c'est que j'ai été piloté par ton moi supérieur. Parce que quand tu vis tes aventures dans le monde physique, tu te rends vraiment compte que bon, tu peux très bien te balader comme ça. C'est-à-dire, tu sors, tu dis, allez, je monte là, bon, allez, je vais où? Bon, je vais par là, allez, je vais par là. Et puis tu regardes le paysage, et puis tu vois les villes. Bon, le détail, c'est peut-être pas important, mais néanmoins, je le décris pour ceux qui vivront ça. On voit les villes qui sont là nichées, généralement c'est la nuit hein, quand on fait ce genre de truc. On voit les villes qui sont nichées dans les vallées ou ailleurs, et les petites villes, elles émettent, enfin les petites villes ou les grandes villes émettent des rayons de lumière qui sont les lumières, pas seulement de l'éclairage urbain, mais je pense qu'ils sont des lumières dues à la présence humaine. Et je le dis dans le bouquin, moi j'ai été frappé tout de suite lors de ces premières expériences à l'adolescence, de regarder attentivement ça et de voir que ce sont des lumières sales. L'image qu'on en a, c'est une lumière sale, assez terne, dans les jaunes, les marrons, les rouges sombres. Et on a tendance à se dire, ben, notre civilisation génère une espèce de lumière qui n'est pas très sympathique. Et s'il y a des visiteurs, rapidement on arrive à cette conclusion, on se dit s'il y a des visiteurs qui se promènent dans le coin et qui bon, ont accès à ce genre de trucs, et ça n'a pas l'air très La compliqué, dimension, ouais. voilà, l'image qu'on donne de nous-mêmes, ben voilà, on se montre tel qu'on est, c'est-à-dire on n'est pas des créatures évoluées, loin de là. Donc, mais on le voit en direct, si tu veux, voilà, là on le voit, bon. Et puis un prétendu édifice religieux, hein, soi-disant saint ou pas, bon. On peut me reprocher de taper un peu sur les religions, mais bon, là on voit les choses, on voit très bien parce qu'en plus on sent le contenu mental et spirituel, c'est très compliqué. On a une perception extrêmement élargie et quasi instantanée de ce qui se passe, des gens qui sont passés à tel et tel endroit, etc. Bon, on a vraiment une vision élargie et c'est très simple. C'est vraiment très simple, c'est très facile. On se prend tout en vrac comme ça, mais on a un esprit tellement vaste qu'on peut héberger ça. Hein, j'essaie de trouver des images pour expliquer ça. Il y a vraiment la conscience de la goutte d'eau, la conscience de la flaque, la conscience du lac. On est plus dans la conscience de l'étang ou du lac dans ces occasions-là. Donc on a une palette d'expérience qui est beaucoup plus grande, mais on a une capacité d'hébergement beaucoup plus grande aussi. Le cerveau physique ne serait pas capable d'encaisser facilement toutes ces informations, brutalement comme ça. On a une palette nouvelle qui s'ouvre, on perçoit des sensations, les sentiments dominants des gens qui sont passés par là, beaucoup de détails sur telle ou telle personne, et donc un édifice religieux qui est réputé saint ou magnifique, on le voit d'une manière assez différente. Alors,
D'où l'idée qu'on peut avoir des religions terrestres que j'essaie d'exprimer dans le bouquin et qu'on peut certainement trouver excessive, mais néanmoins, je dis que toute personne qui passe par cette expérience et qui voit les choses de ce point de vue-là aura la même sensation que moi et verra les mêmes choses. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir justement un de ces centres sacrés, dits sacrés, religieux, sachant que ces centres généralement sur des croisements cosmotelluriques, est-ce que tu perçois aussi ces énergies Oui, bien sûr. Alors, bah, écoute, c'est très facile à voir, et même quand tu es sur le plan physique. Euh, je vais donner un exemple. Quand tu as cette aptitude facile à voir, même le champ éthérique, tu te promènes dans la campagne, il y a des endroits vraiment assez inexplicables où tu as des gerbes d'énergie qui surgissent du sol, ce qui souvent se fixe sur un panneau indicateur, par exemple. Tu as un panneau stop, tu ne sais pas pour quelle raison, d'un seul coup, tu as une gerbe lumineuse autour de ce truc-là qui est, je sais pas, 50 fois plus grand que normalement ce qu'il devrait avoir. Voilà. Donc je pense que c'est parce qu'il est situé dans un endroit de tellurisme, et c'est pas parce qu'un endroit, entre guillemets, sain est situé sur un nœud tellurique qu'il est sain fondamentalement. Il est simplement situé sur un sacré nœud tellurique et c'est Mhm. tout. Après, ce qui fait la charge mentale, émotionnelle du lieu, c'est l'imprégnation des gens qui sont passés par là dans le passé. Ça fait une espèce d'effet cumulatif. Et ce dont on se rend compte, moi je le redis, hein, parce que bon, je suis désolé si ça froisse certaines personnes, ce dont on se rend compte, c'est qu'en général, ces lieux sont pas sains. Voilà. Alors, Du point de vue de celui qui a ces aptitudes de perception élargie. hmm. Est-ce que tu en as relevé certains à travers le monde où tu as été justement étonné, sites dits sacrés, voire peut-être des ruines ou des temples qui datent depuis très longtemps, que pour toi en tout cas, tu as été étonné de l'énergie de... Alors écoute Laurent, moi je prétends pas avoir fait l'examen exhaustif de tous les sites religieux du monde. Les quelques-uns, ça m'intéresse. Moi je te parle franchement, ça m'intéresse pas du tout. Quand on a vu trois ou quatre comme ça et que t'as même pas besoin d'y aller quoi. Bon, tu survoles une région, une ville et puis tu reçois énormément d'informations et c'est comme ça. Voilà, même si tu passes, tu es à 800 km/h, tu jettes un coup d'œil en bas, tu reçois ces impressions, tu as énormément d'informations qui t'arrivent, même des très détaillées. Donc, c'est pas la peine de se prendre la tête. Tu en as vu trois ou quatre, tu as compris ce qui se passe dans ce qu'on appelle les fidèles de quelque religion que ce soit. D'accord? Ce qu'ils ont dans la tête, cette espèce de marchandage avec une entité vaguement définie qu'on a leur expliqué dans des bouquins, mais c'est à peu près dans toutes les religions la même chose, cette espèce de marchandage qu'on peut avoir, ou l'idée qu'on peut avoir du fait de gagner son paradis. D'un coup d'œil, tu comprends ce qui se passe et la nature réelle des pensées des gens qui se baladent là-dedans. Bon, assez vite, tu te dis tout ça, c'est un magma assez uniforme qui est pas tellement intéressant. Et puis tu passes à autre chose. Voilà. Moi, je te parle de moi, hein, bon. Après, effectivement, dans les mondes supérieurs, tu as des endroits. Bon, mais c'est la totalité du monde qui est magnifique. Euh, Moi, d'un point de vue physique aussi, de temps en temps, il m'est arrivé de me sentir, mais c'est très personnel, mieux. Je me souviens d'une construction sacrée à Sedona, par exemple, en Arizona, où j'ai eu des impressions vraiment fantastiques, mais c'était pas un bâtiment prétentieux. Je crois que ça s'appelle Crystal Cathedral à Sedona, où j'ai eu beaucoup d'émotions là-dedans, mais encore une fois, je sais que l'émotion est liée à l'activité énergétique, que cette cathédrale, qui est une espèce de deux grandes plaques de granit comme ça, je ne sais pas si tu connais, je me suis vraiment rendu compte que ça me remuait énormément de rentrer là-dedans, mais c'est pas parce que ça provoque un brassage énergétique, c'est un lieu spirituellement élevé. Faut pas confondre le fait de pleurer en rentrant dans un endroit et se sentir émotionnellement bouleversé avec l'élévation naturelle spirituelle du lieu. C'est deux choses différentes, faut pas confondre. Les gens confondent facilement les choses, hein. Bon, je ressens une émotion parce qu'un milliard de personnes a reçu une émotion en allant dans telle mosquée, dans tel temple ou dans telle église. Mais bon, ça reste de l'émotion humaine à la noix. Enfin, excuse-moi, hein, je suis un peu direct, du Mais style, non, mais je fais un pas de problème. marchandage, j'essaie de marchander parce que je veux être plus heureux, plus riche, puis je veux gagner mon paradis à tout prix parce que tous les autres sont des cons et puis moi je sais que j'ai la vérité entre les mains. Voilà, donc voilà, l'émotion, c'est pas forcément l'indice de quelque chose de très évolué spirituellement. C'est bien souvent le contraire. Voilà. Donc ça m'empêche pas de ressentir des émotions, moi aussi, même dans certains lieux. Mais j'ai tendance à plus ressentir des émotions sur des beaux paysages, sur des choses grandioses comme ça, que dans des lieux fabriqués par les êtres humains. Et j'ajoute, j'en parle dans le livre, que l'architecture humaine te paraît assez vite repoussante.
Oui, alors tu expliques justement à quel point elle est le reflet de la conscience du collectif de la planète en question. Voilà, et même avec ma chère et tendre épouse, on en discute assez souvent parce qu'elle elle est sensible au beau et elle me dit regarde tel bâtiment, etc. Et moi je n'arrive pas à accrocher. Je peux même, j'ai pas envie de faire l'effort. Je dis non, c'est très moche parce que j'ai d'autres références. Ah oui, non, ce bâtiment, d'accord, ils ont fait un effort, ils s'y sont mis à plusieurs et c'est grand, d'accord, mais c'est très moche. Tu me demandes mon avis? C'est très moche. Voilà. Donc, on en revient sur ces sphères. Tu le disais, donc ton soi supérieur, ton essence t'emmène T'emmène à ce moment-là, il t'emmène dans les mondes supérieurs. Après, quand tu as mis les pieds, façon de parler. quand tu as incorporé, excuse-moi. Une fois que tu as mis les Une pieds, fois que tu as mis une fois que tu y es allé et que tu as ramené l'information dans le corps physique, parce qu'il y a toute une opération que je décris aussi, on je va en pense que parler après, ouais. c'est assez particulier parce que j'ai vraiment réfléchi à tout un tas de sujets, hein, mais sur moi encore une fois. Tu as donc une adresse et il est plus facile d'y retourner. C'est le principe de l'adresse, c'est voilà, difficile d'aller dans un lieu dont tu n'as pas l'adresse, dimensionnellement parlant. Sur le plan physique, tu peux circuler. Quand tu es dans une dimension donnée, tu peux t'y promener aussi à n'importe quelle vitesse, mais on a tendance à, quand on est des débutants, et moi je l'estime être encore un débutant, à pas maîtriser correctement son intention et à voyager instantanément. Donc on bute souvent, enfin moi je bute régulièrement sur le problème. Hein. C'est bon, allez, je vais aller à tel endroit, je me prépare, mais je voudrais bien y aller doucement, histoire de profiter du paysage. Et chloum, je m'y retrouve. Bon, c'est assez casse-pied. Voilà, je recommence. Allez, j'y vais doucement. Je reviens, je recommence, j'y vais doucement. Je profite du paysage. Voilà. Moi, je suis pas bon, un grand. Je prétends pas être un virtuose de ce genre de choses. Mais j'aime bien profiter du paysage et de voyager à des vitesses autres qu'instantanées. On peut penser, on pourrait penser que quand on a l'occasion, comme toi, de voyager dans les mondes, de voir différentes civilisations, de ce qui les caractérise, que ça soit au niveau des émotions, du sentiment, du Mm. mental, de voir leur culture, comment ils gèrent le domaine artistique ou pas, enfin bref, qu'importe, tous ces différents éléments, la faune, la flore, etc., on serait tenté d'être une sorte, je sais pas, de sociologue, d'ethnologue, comme ça, de ces dimensions, et de revenir ici, dans ce corps, et se dire, bon, ah oui, ça c'est intéressant, tiens, je pourrais faire un bouquin, de donner des Oui, idées ou mais autre. bon, d'accord, Laurent, mais dans la pratique, pour répondre directement à ta question, moi, je suis pas la personne qui fait un voyage hors du corps toutes les nuits. Premièrement, ça m'arrive de temps en temps, ça m'est arrivé quelques fois depuis le début de l'année. Bon, je sais pas, moi, 10, 20, 30 fois maximum. Voilà, d'accord. Bah, Bon, on est qu'au quatrième mois, hein, c'est peut-être pas mal oui, mais déjà. bon, mettons 20 fois. Bon, allez, c'est pas bon. Premièrement, et le fait d'acquérir des connaissances de ce type-là, je suis peut-être pas très sérieux, mais bon, c'est pas mon truc. Voilà. Moi, j'ai tendance à profiter de ce que j'ai sous le nez, et c'est suffisamment stupéfiant en soi pour te combler de, je sais pas, de plaisir, d'intérêt. C'est tellement renouvelé. Enfin, tu peux pas être exhaustif. Tu rentres dans quelque chose d'immense. Donc, je donne un exemple. Je pourrais peut-être raconter si j'écris un autre bouquin, mais un matin comme ça, bon, je sors. D'ailleurs, mon épouse a très très bien senti que j'étais plus là. On en parlait tout à l'heure. Et parce qu'au retour, elle m'a dit, hop, je me suis réveillé, je t'ai regardé, j'ai regardé ton corps, t'étais pas là. J'ai dit oui, j'étais parti ailleurs. Effectivement, j'étais pas là. Et j'ai observé pendant quelques minutes, si on peut parler de minutes, une civilisation dans un monde différent, qui est une civilisation où il n'y a pas d'outils, pas de travail, pas de souffrance. Et on peut se demander d'ailleurs comment est-ce qu'ils vivent leur évolution. Je les ai bien observés, hein, j'étais avec eux, enfin au-dessus d'eux pendant un moment. Et donc, tu as des références qui sont complètement différentes. C'est, tu peux pas être exhaustif, tu peux pas écrire un bouquin parce qu'à chaque sortie, très souvent, tu as quelque chose de foncièrement différent de ce que tu avais vu la fois d'avant. Tu vois effectivement des civilisations différentes, même une architecture différente, tu te balades un moment là-dedans, tu regardes comment ça se passe, l'architecture, les gens qui circulent, ils sont pas toujours humains, bon voilà, et puis après tu te barres et tu vas ailleurs, tu vois, mais bon, écrire un bouquin là-dessus, oui, bon, on ne peut pas être exhaustif, c'est pas possible. Enfin, non, et puis, moi, je peux faire que des témoignages comme ça, du style, voilà, tel jour, je suis allé à tel endroit, j'ai vu ça et ça et ça. J'essaie de le décrire quand je peux avec des mots, et puis ça s'arrête là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Non, je sais rien. Laurent. Je me mets à la place de certains qui saliveraient à l'idée de voir d'autres civilisations, d'autres mondes, d'autres univers. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que je te pose ces questions. Mais Tu, toi, tu- c'est toi, hein, voilà, donc. tu décris, enfin moi bon, je peux décrire ce que je vois. Bon, c'est pas des fois super intéressant dans la mesure où tu n'arrives pas à exprimer correctement avec des mots usuels. J'ai essayé de décrire bon, la chose qu'on évoquait tout à l'heure dans le chapitre que j'appelle Autre moi, cette architecture. Je ne suis pas arrivé à la définir, je suis arrivé à la définir qu'en creux, de manière négative, en disant ce n'est pas cela, ce n'est pas cela, ce Ouais, n'est mais pas cela. j'ai perçu en tout cas enfin tout à fait façon de parler, hein. Mais comment une architecture peut se lier, alors les villes sans être des villes, rien n'est séparé, tout se mélange, que Oui, ce soit les habitations, les jardins, les il y a une parcs, tout, continuité, une c'est pas un continuité. assemblage. Voilà. Voilà. Bah, bon, c'est ce que j'avais sous le nez, hein, en l'occurrence. Donc j'ai regardé attentivement tout ça. Nos villes, même n'importe quelle ville humaine, c'est une espèce d'assemblage entre une maison, une autre maison, une place et n'importe quel édifice. Dans cette civilisation-là, la ville, on peut parler d'une ville si on veut, je ne sais pas si c'en était une, mais enfin bon, c'était pas un assemblage. C'était un bloc uniforme que je pouvais même pas comparer à une ruche, comme j'ai dit, je ne sais pas à quoi le comparer. C'était pas un assemblage. Voilà. Alors je le définis négativement, mais tu butes sur le fait que tu n'as pas le vocabulaire, Bah il n'y a oui. pas les Mm. concepts, parce que tu en es dans des choses tellement différentes. Alors déjà sur le plan physique, quand tu vois des choses comme ça, probablement sur d'autres planètes, c'est difficile à décrire. Mais si en plus tu es dans d'autres dimensions où les lois sont pas forcément exactement les mêmes qu'ici, alors là bonjour, hein, accroche-toi pour essayer d'expliquer ça par écrit. Bon. Lorsque toutes les différentes civilisations que tu as pu rencontrer, donc si j'entends tes propos, ont à chaque fois était possible, rendu possible grâce à ton essence qui t'a amené à découvrir, ou sans pour autant... Oui, je pense qu'il y a des fois où manifestement la partie supérieure de moi m'a pris par le callback et m'a amené à tel ou tel endroit. Il y a vraiment des fois où c'est très perceptible, hein. Il se passe quelque chose du style, voilà, tu te sens vraiment empoigné ou dirigé, mais j'allais dire, c'est physique. Tu sens que tu peux pas décider de l'endroit où tu veux aller et que quelque chose te dirige et te pousse. Tu le sens littéralement, hein. C'est vraiment indiscutable, hein. Si tu dis non, je vais aller à gauche, non, 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 tu sens que la force te pousse délibérément vers cet endroit-là, enfin, ou cette dimension-là. Et il y a des fois où effectivement j'ai le sentiment que c'est un peu par hasard, au hasard de mon état de conscience, que je vais me retrouver à me synchroniser à tel ou tel endroit, telle ou telle dimension. Je crois qu'on a une palette d'expériences possibles dans tous ces domaines-là. Et les fois où on est sur le plan physique, alors on a les repères habituels sur le plan physique. Si j'habite Grenoble, que je sors de mon corps, bah, le premier truc que je vais avoir en m'élevant, c'est Grenoble, la ville de Grenoble en dessous de moi. Et là, je vais voir les montagnes, et puis là, je me dis, bon, allez, si je vais par là, je vais aller en Russie, quoi. Voilà. Donc sur le plan physique, les choses sont assez faciles. On a les repères habituels, on va aller visiter les villes. Bon, qu'est-ce qu'on voit dans les villes? Exceptionnel, on voit, si on est en Chine, on voit des Chinois, hein, bon, on peut avoir l'idée d'aller rentrer dans tel ou tel endroit, alors pour fourrer son nez dans ce qui ne nous regarde pas. Il y a une espèce, alors aussi incongru que ça puisse paraître, il y a une espèce de règle universelle, cosmique, qui naturellement aurait tendance à t'empêcher de faire ça. Mais je raconte dans le bouquin que, bon, en forçant un peu, on arrive quand même à pénétrer chez les gens et à fourrer son nez dans leurs affaires. Bon, voilà. Mais moi, je raconte ça comme je l'ai vécu, c'est pas plus que ça. Au bout d'un moment, ça t'intéresse pas trop d'aller fourrer ton nez dans une ville où il y a des gens qui vont bosser, par exemple, tu vois. Moi, ce que j'aime bien, c'est survoler les paysages. J'aime bien les beaux paysages, les forêts, la neige, la montagne, les océans. J'aime bien voler. Voilà. J'aime bien rencontrer des gens sympathiques qui sont conscients de leur état. Voilà. C'est mon truc. Alors, on va y venir, ok, mais c'est important que tu le précises. Euh, un autre élément qui apparaît quand tu parcours ces différentes sphères d'existence, c'est que certaines où tu peux, je veux dire, communiquer avec un des habitants, il est très palpable, il te touche, tu le Oui, touches, etc. absolument, oui. Est-ce à dire qu'il est, entre guillemets, dans un autre lieu en 3, enfin, c'est même plus en 3D, mais en tout cas, qui vibre à une fréquence très, très proche ou très similaire à la 3D, qui te permet de le toucher, et puis Ça, certaines sphères où, pour le coup, t'es invisible, t'es transparent. Oui, oui, tout à fait. Ah bah là, c'est bon, la première fois que ça m'est arrivé, j'étais très étonné. Quand je me suis synchronisé, je le raconte dans le livre parce que c'est un bon exemple. Je me synchronise dans un monde très lumineux, donc un monde supérieur, et pas de soleil, beaucoup de lumière, des arbres magnifiques, une espèce de prairie devant moi, si on peut parler de devant, parce qu'encore une fois, c'est la vision périphérie, mais magnifique, un peu comme dans des beaux films où il y a une espèce de prairie qui ondule sous un vent léger, une espèce de
de délicatesse dans toutes les choses, et puis tu sens vraiment qu'il y a de l'amour en toutes choses. Alors j'essaie de l'expliquer aussi, mais bon, de dire j'arrive dans un lieu où il y a de l'amour qui pénètre absolument tout. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour? C'est pas l'amour qu'on éprouve sur le plan physique pour une femme ou pour une voiture. C'est quelque chose d'universel, de cosmique, dans lequel tu te sens baigné, tu sens que j'essaie d'expliquer hein, pour que les gens puissent comprendre que à l'endroit où tu te trouves, tu n'as pas besoin d'en avoir plus en te déplaçant. Tu en as assez pour l'éternité. Voilà, ça pourrait me contenter pour l'éternité. Là où je suis, pour avoir plus d'amour, plus de plaisir, j'ai pas besoin de bouger. J'en ai suffisamment là où je suis. Je suis contenté. Donc c'est la curiosité qui te pousse et tu décolles du sol. Et puis donc je vais vers cette prairie. Et puis je me dis, je vais me mélanger, je vais me fusionner avec cette nature magnifique parce que c'est une extase à chaque fois. Moi j'adore ce genre de choses. Et là, grosse surprise, je touche les herbes dans lesquelles je voulais plonger. Donc c'était une des premières expériences de ce type-là dans lequel en fait, je me suis synchronisé dans un monde qui était exactement à la même fréquence vibratoire que moi, donc je pouvais toucher absolument tout ce qui s'y trouvait. Et Euh, tu pouvais voler. et je pouvais aussi voler, oui, tout à fait, ouais, sans aucun problème. N'étant pas enfin, très peu chargé en énergie éthérique au point où je ne sentais pas du tout. Donc je pouvais voler avec une très grande facilité et à la vitesse où je voulais. Donc je maîtrisais bien mon vol pour une fois. Et donc, ce qui explique que quand tu te synchronises correctement, exactement comme deux diapasons qui sont à la même fréquence peuvent résonner l'un sur l'autre. Je pense, le même principe. Quand les deux structures vibrent de la même façon, elles se touchent. Les gens que tu rencontres à ce moment-là sont solides pour toi. Et les paysages sont solides pour toi. Si tu arrives sur un arbre, ben, l'arbre, tu le touches. Voilà, tu le touches. T'as beau être fait de lumière, la lumière de l'arbre est solide d'une certaine façon pour toi. Elle est solide. Non. Tu peux toucher des gens, on n'est pas dans un monde dans lequel tout le monde est fantomatique. Alors ça, c'est peut-être quelque chose à bien expliquer aux gens qui vont peut-être vivre ce truc-là avant leur mort. C'est que ça, c'est la règle. Voilà, on n'est pas dans un monde éthéré dans lequel rien n'est vrai, tout est fumeux et tout ça. Non, les choses sont vraiment concrètes, voilà, elles sont réelles, même si elles sont modelables par l'esprit. Ah oui, alors là, oui, Quand on hmm. empoigne son pote, ben on l'empoigne, il est bien là, on le touche, sauf qu'on a des perceptions élargies de ce qu'il est à tout point de vue, mais le sens, là, le côté tactile est là. D'ailleurs, un des tests qu'on fait, hein, que je recommande à ceux qui font leur première sortie, c'est qu'ils regardent leurs mains et ils s'attrapent le poignet. Voilà, ils voient bien que bon, ça boîte de la lumière, c'est une sorte de lumière solide. Et lorsque tu arrives sur certains mondes où j'allais dire, alors, le fait qu'ils ne te voient pas, est-ce à dire que tu vibres plus haut que... Plus haut, plus bas, mais on peut être légèrement désynchronisé et c'est le cas de certaines apparitions d'OVNI. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ces gens-là ont la technologie pour faire varier le niveau vibratoire de leur vaisseau. Et ce qui explique qu'ils peuvent être décalés par rapport à notre monde, c'est-à-dire d'une certaine façon là et pas là en même temps. Donc quand on est légèrement désynchronisé plus par le haut, on peut voir ce qui s'y passe en général, sans pour autant être complètement visible par les gens qui existent à ce niveau-là. Oui, ouais, c'est ça. D'accord. Dans quelle mesure... Alors, c'était en rapport, hein, la question est passée. C'est dommage, c'était juste sur le fait d'être auparavant synchronisé, de pouvoir se toucher, d'être sur le même niveau de fréquence. Euh, J'aimerais bien que ça me revienne et je la trouve Et intéressante comme question. qu'est-ce que tu... Alors, je sais pas, tu cherchais des applications, des applications pratiques à ça, je sais pas, qu'est-ce que ça Mais non, implique? mais je ne sais plus. Tu ne C'est sais passé. plus? Ouais, elle est passée celle-là. C'est pas grave, ça reviendra Ça peut-être. reviendra peut-être. Exactement. Lorsque tu, tu es amené, par exemple, à un moment donné, puisque bon, tu parles d'OVNI, à, je sais pas comment tu l'as trouvé celui-ci, un immense vaisseau dans l'espace. Tu dis tiens, je vais aller faire un tour. Ah oui, c'est rigolo. Bah, bon, Et alors, juste pour finir, ce qui est intéressant, c'est que même si tu penses être invisible, oui. puisque tu passes à travers les murs, etc., tu ressens tout de suite des bulles de pensée qui te disent, comme un Je avertissement. l'appelle les boules de pensée. Ouais. Ils ont détecté mon arrivée là-dedans. Bah, j'étais en train de tracer dans l'espace profond. Alors, bon, pour expliquer, je pense pas qu'il y ait une limite de vitesse au corps de lumière. Alors bon, on a beau parler de la théorie de la relativité. Moi, j'avais jamais vu de limite de vitesse. Donc, on peut aller assez loin et assez vite, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en me baladant dans l'espace profond, alors évidemment, dans l'espace profond, il n'y a pas grand-chose, hein, par définition. Je vois cet immense vaisseau spatial. Immense, c'est toujours quelque chose de relatif. Mais bon,
de mon point de vue, de la taille de mon corps astral, je l'ai perçu comme étant immense. Je le rattrape parce que ça fait plaisir quand même. Même une technologie aussi évoluée ne peut pas me distancer. Donc je le rattrape, je rentre, je passe à travers la coque et je commence à fourrer mon nez dans les affaires qui ne me regardent pas normalement. Et immédiatement, je reçois une boule de pensée et j'ai compris que ces gens-là avaient détecté ma présence et ne désiraient pas que je reste. Or, j'ai quand même l'habitude de être assez tranquille dans ces états-là et que bon, les gens ne détectent pas ma présence. Bon, c'est un des avantages de la condition, si tu veux. Et là, non, on a déjà affaire à des gens qui m'ont littéralement expulsé, qui m'ont rendu dans un tel état d'inconfort que j'ai dû partir. Je ne savais pas comment me dépêtrer de ce truc-là. Je voulais rester et je n'ai pas pu. Et je sais, j'ai rien pu tirer de ce truc-là. Je me suis simplement baladé un court moment dans des salles qui me paraissaient être faites de matériaux transparents, mais ça veut rien dire parce que du point de vue du corps astral, on voit à travers les murs facilement, donc je ne sais même pas si ces parois étaient transparentes d'un point de vue physique. Je pense que c'était un véhicule physique. Et je n'ai vu personne que des espèces de pièces vides. Le vaisseau était absolument immense en référence par rapport à mon corps de lumière. Et j'ai dû sortir à toute allure parce que je me sentais pas bien. Alors je ne pensais pas qu'ils allaient me tuer vu que bon, c'était pas possible. Mais dans un tel état d'inconfort, que je suis sorti bien vite de là et j'ai filé beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière en mettant une grande distance entre eux et moi. Mais en revenant, je me suis dit, ça me fout bien les boules cette affaire-là, il faudrait quand même que je trouve le moyen de résoudre le truc. Parce que j'avais raté l'occasion là de fourrer mon nez dans quelque chose d'intéressant.